à Bakongo ou à Kalangai. Donc c'est les mesures qui doivent être faites au lieu d'avoir les mesures socialo-communistes d'aider les gens. Moi je ne suis pas pour qu'on aide, je suis contre l'augmentation des salaires, je suis contre la subvention des produits pétroliers. Il faudrait que le gouvernement ait le courage d'enlever ces subventions qu'on donne aux produits pétroliers parce que ça ne profite pas aux Congolais ordinaires, ça profite à une certaine petite groupe qu'on appelle en anglais happy few, les petits gens qui ont tout le pouvoir, qui ont beaucoup de voitures. Donc c'est ça qui a 5 voitures. 4 ou 20 voitures. Voilà, je vais quelque chose. Je vais réagir sur l'augmentation des salaires. Monsieur Lissimit, je suis désolé de vous dire que les Congolais gagnent mal. Je vais prendre un secteur, le secteur de la fonction publique donc le salaire, le SMIC est à 90 000 francs. Est-ce que le Congolais, le fonctionnaire moyen congolais aujourd'hui, peut-il s'acheter une voiture, peut-il construire une maison, peut-il obtenir un crédit bancaire, même s'il a ce crédit bancaire, de vivre décemment? Je ne pense pas. Alors, je vous assure que si vous tenez ce discours, si vous restez dans la rue face aux fonctionnaires, vous risquerez de vous faire lyncher. Je suis désolé. Non, ça, c'est d'accord. Ah oui, oui. Concernant, oui, parce que les salaires, les Congolais vivent dans la précarité, dans la misère. Et quand je lis le discours du président de la République, je me dis, lorsque le président a dit les familles sans ressources ayant des revenus sans faibles grâce à l'ordre de solidarité nationale, le président préconise des allocations prénatales. Je dis ça sera tous les Congolais. Parce que la majorité des Congolais ont des salaires bas. La majorité des Congolais aujourd'hui. Parce que si le discours de ce président, parce que le président parle des lois de solidarité nationale, ça veut dire quoi? Tous les fonctionnaires congolais, chacun lorsqu'il aura un enfant, exigera d'avoir une prime à la naissance pour son enfant. Donc, je crois que d'ici... Oui. Maintenant, Élie, on le sait bien que dans nos administrations, on n'arrive pas à maîtriser même le contrôle des naissances au niveau de la solde. Non. Concernant sur le volet subvention des produits pétroliers, je dis que c'est une bonne chose, Élie. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que aujourd'hui, en tout cas de ce secteur, le Congo arrive au moins à permettre aujourd'hui aux gens de circuler librement. C'est vrai que moi j'aurais souhaité, honnêtement parlant, que les subventions aillent également sur le secteur du transport. Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous compte, le président a eu à mettre 10 000 francs dans les revenus des fonctionnaires. Mais 10 000 francs, quand je prends l'extrême nord de Brazzaville, d'un fonctionnaire qui habite à Sangolo pour arriver au centre-ville, il ne dépense pas 10 000 francs le mois. Donc je crois qu'il y a des secteurs porteurs qui devraient faire la crédibilité du président de la République, notamment subventionner le transport par l'achat des bus, comme on le voit en face aujourd'hui. Malheureusement, on a un problème de choix stratégique aujourd'hui. Moi, je ne sais pas pourquoi. Vous avez une politique de la cité. Non, l'État, mais pourquoi? Attends, oui, le problème, c'est que nous avons de l'argent. D'une part, d'autre part, le président, il prévoit, grâce à l'élan de solidarité nationale, d'octroyer l'allocation prénatale, prime à la naissance, allocation de soutien familial, avec quelles ressources? Il faut qu'on nous dise au moins que si les ressources proviennent de nous, si c'est le pétrole, j'ai bien peur que l'on mise notre politique sur le pétrole, parce que demain, si le cours du pétrole dégringole, on va connaître les problèmes qu'on avait connus avec le FMI le plan canal avec ici. Voilà, Fortuna Ngolali, votre point de vue, selon le président, d'ici à 2015, la capacité de la production globale du ciment passera à 3 120 000 tonnes. Une bonne chose pour les Congolais. Oui, une bonne chose, mais il faut avoir des moyens pour ça, pour acheter ces ciments, ces tonnes de ciment. Le problème aujourd'hui, j'aime écouter le président quand il est hors discours. C'est-à-dire que quand il entretient souvent la population, je vois là dans ses rencontres citoyennes, j'aime l'écouter comme ça. Vous avez en face de vous l'homme qui vous parle avec son cœur. Les discours, souvent les discours politiques, je ne m'attache pas trop à ça. On parle de l'économie, moi je vais parler dans les chiffres. Il suffit aujourd'hui de faire quelques calculs, même dans votre propre quartier, là où vous vivez avec des voisins. Essayez de compter le nombre de maisons et voir comment ces familles-là vivent, lesquelles vivent bien, lesquelles vivent mal. Vous allez vous rendre compte qu'il y a encore un problème à ce niveau. Il suffit seulement de circuler à Mikalo, Talangaï, Wenge, Mungali, Potopoto, voir le nombre de barbecues qui
qui sont installés ou encore placés tous les jours ou presque dans la rue. Chacun veut faire son petit commerce. Pourquoi? Parce que on ne vit pas bien. Normalement, on ne devait pas. Est-ce que si vous allez en ville, vous verrez ces barbecues-là comme installés à Talanga et Mikalou? Je ne dis pas qu'en ville, il n'y a pas de pauvres, mais on constate que le maximum, le plus grand nombre des populations pauvres sont dans ces quartiers, et comme elles n'ont pas les moyens qu'il faut pour vivre, chacun veut faire quelque chose. Il y a les barbecues, il y a les petits métiers que nous voyons dans la rue, les commerçants ambulants, on le fait parce qu'il faut le faire, comme à l'époque où il fallait aller à l'armée parce qu'on n'a rien à faire. C'est ça aujourd'hui, c'est à base de ces aspects ou encore de ce constat, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Moi, je ne nie pas que moi je ne refuse pas que l'économie congolaise soit en bonne santé. Mais pour que cela soit réel, il faut qu'il ait un impact sur la vie des populations. C'est comme on nous a dit à Sibiti. C'est vrai, le gouvernement a mis l'accent sur la modernisation. Je pense que moderniser, c'est adapter aujourd'hui le pays à ce que nous voyons à l'extérieur, avoir des échangeurs, avoir des belles infrastructures, je parle des maisons, des routes, c'est bien. Mais il faut que ces infrastructures-là aient un impact sur le social. Si la route construite entre Sibiti et Pointe-Noire n'apporte pas rien, favorise au contraire l'exode rural, en ce moment-là, ça ne joue aucun rôle, cette modernisation. Si les jeunes de Sibiti, oui, aujourd'hui, ils ont là où aller se distraire, les avenues goudronnées, la lumière, oui, les jeux d'eau, oui, c'est bien. Mais s'ils n'ont pas les entreprises qu'il faut, s'ils n'ont pas du boulot sur place, à quoi servira tout ce qui est construit sur place? Donc le problème, c'est ça, c'est de voir de fond en comble toucher. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure a parlé de la priorité. La priorité, voilà, le choix, où est-ce qu'il faut commencer avant d'arriver? On n'a pas, le Congo aujourd'hui, le vrai problème qui demeure, c'est le transport, c'est l'eau qui manque toujours, il y a l'électricité qu'il faut voir, c'est le panneau de la ménagère qu'il faut régler. Je pense qu'avec autant d'argent qu'on se dépense pour construire des stades par-ci par-là, depuis plusieurs années, on peut dire 10 ans, on construit les stades dans les départements. Jusqu'aujourd'hui, le Congo, depuis ces 10 ans, je ne sais pas si le Congo est allé déjà à une CAN ou encore, je ne sais pas, à la Coupe du Monde. Si ce n'est pas un meilleur joueur, qu'est-ce qui sortirait de ces départements? Ça veut dire que ces stades, jusqu'aujourd'hui, ne nous servent absolument à rien. Mais on aurait pu prendre cet argent pour mettre dans le social, acheter les bus, par exemple, pour régler ce problème, comme l'autre a dit tout à l'heure. Moi, je pense que c'est bien, les chiffres sont là, le chômage, oui, ça baisse, mais il faut seulement aller dans la réalité pour comprendre réellement si les chiffres que nous donnent les politiques et la réalité, il y a vraiment un mariage parfait. Donc moi je pense que les hommes politiques, oui c'est la politique, c'est bien de dire, mais je pense à un moment qu'il faut prioriser. Voilà, je pense que Gilles Ndongo partage cet avis. Il y a un autre indicateur que j'aimerais que peut-être que ceux qui me suivent, ils sauront. Vous savez, à l'époque, la friperie, par exemple, à Brazzaville, c'était une honte d'acheter la friperie. Quand vous regardez, quand je suis sous la main de la paix, dans quasiment tous les quartiers de Brazzaville, le marché de la friperie a pris une telle envolée. Ça veut dire quoi? Ça, c'est des indicateurs de pauvreté. Parce que quand je regarde, je me dis, mais attends, les Congolais n'arrivent plus à acheter, le pays est riche, d'une part, de l'autre côté, les ménages n'arrivent pas à s'habiller, les gens sont obligés de se tourner vers le marché de la friperie. À l'époque, moi je me souviens, acheter ce qu'on appelle des solas, c'était une honte. C'est une honte. Aujourd'hui, c'est quasiment institutionnalisé et au grand bénéfice de nos frères libanais. Autre chose également dans le discours du chef de l'État, ce qui n'a pas été évoqué, la jeunesse. Je dis chapeau au ministre Kole Makosso, mais le problème de la jeunesse, ce n'est pas en organisant les colonies de vacances, ce n'est pas ça le problème. Moi je me dis aujourd'hui, il faut qu'il y ait une bonne politique de la jeunesse. Aujourd'hui, à la fin de cette émission, je me demande où vais-je amener mes enfants à la fin de cette émission, en week-end? Où irais-je amener mes enfants? Nous avons connu le parc zoologique. Je me dis, pourquoi ne recycler pas ce parc zoologique? Ça devait faire partie des moyens pour diversifier sur l'économie.
Je veux dire aujourd'hui, dans chaque quartier, on aurait pu concevoir, c'est une idée que je réfléchis à haute voix, pour dire pourquoi ne pas penser pour l'occupation des jeunes. Dans chaque quartier, par exemple, qu'il y ait des complexes éducatifs, qu'il y ait un terrain pour les jeunes, qu'il y ait des parcs d'attractions pour les jeunes. Ça, c'est un secteur qui devrait booster sur notre économie. Malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement ne fait rien aujourd'hui pour occuper les jeunes. Pour preuve, aujourd'hui, quand je suivais l'heure du banquet, je me dis, j'étais choqué quand je regarde les musiciens, les thématiques qu'ils ont chanté. On était obligé même de faire une importation musicale lors d'un banquet, alors que c'est une fête nationale. Je dis aujourd'hui, c'est un secteur qui porteur d'économie, porteur d'éducation, et le ministre connaît ma cause. Ce n'est pas s'arrêter seulement à organiser des colonies de vacances, ce n'est pas cela, c'est penser comment occuper les jeunes. On occupe les jeunes de façon permanente. C'est de telle sorte que dans chaque arrondissement, qu'il y ait des terrains de football, qu'il y ait des fontaines publiques, qu'il y ait des parcs d'attractions pour que l'on puisse occuper les jeunes sainement. Léo, je me rappelle ce que Alphonse Ndongo a dit tout à l'heure sur le discours bilan. Vous allez vous rendre compte que quand il parle des rapports envoyés au niveau de la présidence par des ministres, parce que le discours du président n'est bâti qu'à partir des informations données par ces techniciens et par ces ministres, vous allez vous rendre compte que chaque fin d'année, les discours bilan des ministres sont tous positifs. Vous allez vous rendre compte, faites attention à la fin de cette année, ces ministres, lors des cérémonies de vœux, ils ont toujours des bilans positifs. Même quand sur le terrain, ça ne marche pas. Cette année, c'est Colmé Makosso qui a nuancé un peu, qui a essayé d'être honnête quand il a reconnu, parce qu'il avait un projet important sur l'instruction civique, sur l'occupation des jeunes, un projet qu'il appelle MGECO, une histoire comme ça. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, paraît-il, qu'il n'a pas reçu des moyens pour réaliser ce projet. Sur le terrain, il y a encore un échec. Mais les autres ministres, même quand sur le marché, les aliments sont vendus chers, quand le ciment est toujours cher, quand on n'arrive pas à se déplacer, je pourrais ces ministres la dire, le bilan est positif. Donc c'est malheureux. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut cesser à un certain moment, quand on sait qu'il y a une population qui souffre quelque part, quand on sait qu'il y a énormément de l'argent pour réaliser tel ou tel problème, pour trouver des solutions à tel problème, moi je pense qu'à un certain moment, il faut s'écarter du discours politique pour être réel. Merci Fortunan Ngola. Voilà, je reçois un message, le téléspectateur dit, vous dites que l'économie congolaise se porte bien, mais alors que les opérateurs économiques ne sont pas payés depuis 2013. Alphonse Ndongo. Oui, ça c'est le paradoxe. Sur le plan macroéconomique, les finances sont au point. Pourquoi est-ce que certains opérateurs économiques ne sont pas payés? Bon, on peut relativiser les choses. On peut se dire l'État ne paye pas certains opérateurs économiques qui ont été recensés juste après la guerre de 97, et on sait très bien que l'audit avait été confié, l'audit de la dette intérieure, voudrais-je dire, avait été confié à un cabinet de renommée internationale dont je tais le nom. Il me semble qu'il y a eu évidemment une hypertrophie un peu de certaines créances. Et alors, le ministre Andeli, je m'en souviens, nous disait qu'il ne voudrait pas prendre en compte cette évaluation de la dette qui avait été faite par ce cabinet parce qu'il la trouvait un peu surfaite. Bon. Il peut aussi arriver, d'après ce que j'ai entendu, qu'il y a quand même aussi des retards. Le ministre Ndongo qui est là actuellement prend beaucoup de temps pour instruire les dossiers et certains opérateurs économiques s'en plaignent. C'est quand même là un paradoxe parce qu'on ne peut pas dire, c'est comme si un parent vous disait, on vous dit votre père est riche, mais dehors, il pète la forme, c'est lui qui distribue de l'argent à tout vent, mais à la maison, les enfants prennent de l'eau avec du pain, de l'eau sucrée avec du pain. C'est un peu le paradoxe actuellement, on ne peut pas comprendre que l'État ait autant de moyens et que certains opérateurs économiques ne soient pas payés dans les délais requis. C'est quand même, à mon avis, c'est quelque chose qui peut aussi plomber l'économie au niveau national parce qu'on ne peut pas relancer la consommation. C'est lorsque l'État paye ses dettes, l'État paye ses fonctionnaires à temps, l'État paye ses dettes, sa dette intérieure, c'est ça qui permet de relancer la consommation intérieure et de dynamiser aussi, n'est-ce pas, l'économie. Bon, si évidemment on a l'impression que c'est
une partie, certains opérateurs économiques ne sont là que des porte-étendards, mais en fait, les vrais opérateurs économiques, on le sait aussi, c'est souvent aussi certains ordonnateurs, qui sont eux-mêmes des opérateurs économiques en utilisant la couverture de quelqu'un qu'ils présentent comme le patron de la société, il faut le dire. Lorsqu'on parle de la municipalisation accélérée, on sait très bien, c'est parce que on ne peut pas le dire en tant que journaliste, tout bon journaliste ne dit jamais tout ce qu'il fait, mais la plupart des travaux qui sont exécutés dans le cadre de la municipalisation accélérée, on le sait aussi, ce sont des chantiers de certains ministres qui ont utilisé des gens comme par avant ou des sociétés écrans pour évidemment se faire de l'argent. Et ça peut être un véritable problème. On constate donc que ce sont ces gens qui sont prioritaires. Et les vrais gens qui se battent nuit et jour pour essayer de donner un visage, n'est-ce pas, à notre entrepreneuriat local, évidemment, ces gens-là ne sont pas payés, c'est quand même un paradoxe. Et je voudrais donc embrayer tout à l'heure sur ce que nous disions sur le discours bilan du chef de l'État, pour peut-être suggérer une chose au cabinet du chef de l'État, c'est que le président devrait s'entourer, en dehors de ce que les ministres lui disent, des vrais experts. Alors j'ai dit des vrais conseillers, des conseillers indépendants qui lui disent, monsieur le président, ici on vous a trompé. Parce qu'il n'est pas normal que dans le discours du chef de l'État, on nous donne des statistiques qui ne sont pas vraies. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, il suffit d'aller sur Google, vous tapez taux de chômage au Congo, vous avez les résultats. Donc on ne peut pas nous dire que c'est 10%, ça c'est faux. Deuxièmement, on ne peut pas nous dire que le climat des affaires s'améliore. Dans la mesure où on sait que le dernier classement de Doing Business montre que bien que le Congo est juste devant la République centrafricaine. Moi-même, je remets quelquefois en cause, n'est-ce pas, les évaluations faites par la Banque mondiale en me disant, on ne peut pas me dire que le Congo soit si près de la République centrafricaine, je tombe des nues. Bon, mais c'est la réalité, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer le climat des affaires dans notre pays. Il faut améliorer le système judiciaire. Si le système judiciaire n'est pas au point, vous pouvez faire de beaux discours comme le président l'a fait lorsqu'il était aux États-Unis récemment, lorsqu'il était en France aussi récemment, demander aux hommes d'affaires de venir investir chez nous, ils vont se renseigner quelle est la situation judiciaire dans ce pays. Si on leur dit, écoutez, là-bas vous gagnez un procès, on ne vous paye pas, comme c'est le cas de Madame Barros, qui est nantie d'une grosse rendue par le tribunal de Pointe-Noire, et bien évidemment, M. Djabdi, je m'en mords comme de l'an 40, je ne vous paye pas un radis. Évidemment, la justice ne fait pas son travail, nous le constatons. Donc, c'est aussi autant de choses qu'il va falloir mettre en marche, et aussi, on le sait très bien, certains opérateurs économiques se plaignent de la pression fiscale qu'ils subissent. Il est quand même paradoxal que le pays se porte très bien sur le plan financier, et le pétrole pompe quasiment plus de 90% des recettes pour financer notre budget, mais de l'autre côté, on a l'impression que nous vivons comme dans un État qui n'a pas assez de ressources, et les opérateurs économiques se plaignent de la pression fiscale qu'ils subissent. Rapidement, Alphonse Ndongo parle tout à l'heure du positionnement du Congo dans le doing business. C'est très important parce que le positionnement aujourd'hui du Congo dans le doing business peut chaper les efforts que le président de la République est en train de mettre en place pour attirer les investisseurs. Toute l'opération, la campagne, le marketing, l'opération de marketing qu'il mène depuis quelque temps quand il va à l'extérieur, si le positionnement dans le doing business n'est pas amélioré, moi je pense que quels que soient ces efforts-là, il sera très difficile, comme a dit